Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle visioconférence proposée par Plein Cap Croisière. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble un très beau voyage vers la Patagonie, la Terre du Feu. Je dirais une expérience unique à vivre aux confins du monde. Et pour cette visioconférence, nous accueillons un spécialiste, Monsieur Frédéric Guimard, qui est représentant de la compagnie Cruceros Australis. C'est une compagnie de croisière d'expédition, une compagnie chilienne, donc spécialisée sur ces zones de navigation. Dans quelques minutes, donc, Frédéric va vous parler de ce très beau voyage, de ce périple, du bateau également. L'avantage, vous le verrez, de Frédéric, c'est qu'il a aussi bien la connaissance du terrain pour avoir navigué pendant de nombreuses années sur ces bateaux. L'histoire entre Cruceros Australis et Plein Cap ne date pas d'aujourd'hui, puisque Plein Cap a fait son premier affrètement avec Cruceros Australis en 2011 à bord du Via Australis, puis ensuite en 2012-2014, nous avons eu le plaisir de faire partager donc cette fabuleuse expérience à des groupes et nous réitérons cette expérience pour le début d'année 2025 pour un voyage prévu du 20 janvier au 1er février 2025. Frédéric, je te laisse donc la parole. Merci beaucoup, Magali. Donc, avec plaisir. Moi, je suis donc Frédéric de Cruceros Australis. C'est une compagnie chilienne avec deux bateaux qui ont un pavillon chilien, le Ventus et le Stella Australis. Et donc, dans le cadre de votre voyage, qui est un voyage fabuleux, il sera fait à bord du Ventus Australis. Ce sont des petits bateaux de 100 cabines maximum. Et d'abord, il faut penser que la Patagonie, pour faire un voyage jusqu'en Patagonie et sur les bateaux, il faut déjà prendre un avion sur les vols réguliers de Santiago à Paris avec Air France. Ce sont des vols qui sont directs avec 23 kilos en soute. Et après, une fois qu'on arrive sur Santiago ou sur Buenos Aires, il faut descendre jusqu'à Ushuaia, il faut remonter jusqu'à Calama pour aller à San Pedro de Atacama. Donc, techniquement, ce qui va se faire, c'est un départ Paris, arriver Santiago. Santiago, il y a juste une escale et de là, c'est un vol direct Santiago-Calama pour aller jusqu'à San Pedro de Atacama. San Pedro de Atacama et dans ce cas-là, nuit à l'hôtel Cumbre ou un hôtel similaire sur San Pedro de Atacama. C'est très sympa San Pedro de Atacama parce que c'est vraiment de l'hôtellerie qui est totalement typique de la zone. Il y a aussi des piscines pour se relaxer, des grands espaces et un très bon service. Le lendemain, il y aura donc une visite à Pucara de Quitor. C'est en fait des vestiges Inca, des vestiges du nord du Chili. C'est une très belle excursion parce qu'en plus, il n'y a pas c'est pas en haute altitude. Il faut savoir que lorsque vous voyagez sur San Pedro de Atacama, l'altitude est plus ou moins de 2500 mètres. Donc, et vous pouvez pas faire un voyage en mode, dès le début ou dès le premier jour en très haute altitude parce que sinon le corps n'apprécie pas tellement. Donc, il y a une très belle visite à Pucara de Quitor dans les vestiges indigènes. C'était une tribu qui était assez dure, assez protectrice. Et après, une superbe excursion dans la vallée de la Lune. Il faut savoir que San Pedro de Atacama, c'est un des déserts les plus secs au monde. Il pleut pratiquement jamais, donc on aura des paysages vraiment lunaires que vous voyez sur la diapositive avec le coucher de soleil et la Lune. Et dans ce cas-là, Planca pourra organiser un très beau cocktail pour voir le coucher de soleil et le lever de la Lune sur la vallée de la Lune depuis un mirador. La journée d'après, c'est pas non plus une journée en très haute altitude, c'est très facile à suivre. C'est le Salar de Aguascalientes. On verra des images, des couleurs qui sont fabuleux. On verra aussi les volcans au fond qui sont impressionnants. Avec aussi la lagune de Chacha. La lagune de Chacha, vous voyez, il y a un volcan qui est un des volcans au Chili avec un cône parfait et aussi des flamants roses. Donc, en fait, à Atacama, ce sont des grands paysages, des couleurs qui sont impressionnantes. Et vraiment, c'est 2 jours de passer dans le désert d'Atacama à vraiment profiter
de paysages fabuleux. De là, il y a un vol qui va aller de Calama jusqu'à Santiago, encore une escale à Santiago du Chili, et de là, direction la Patagonie et nuit à l'hôtel Remota ou similaire. Donc, ce qu'on va faire dans ce cas-là, c'est aller directement au bout du continent américain, jusqu'à Puerto Natales. Les hôtels dans le coin, comme vous voyez, l'hôtel Remota, qui est prévu pour le groupe, ce sont des hôtels qui sont vraiment très, très bien intégrés dans l'écosystème. D'ailleurs, cet hôtel-là a reçu pas mal de prix différents. Et l'idée est d'aller visiter le parc national Torres del Paine. Torres del Paine, c'est un parc qui est fabuleux, c'est réserve de la biosphère, c'est un parc qui est gigantesque lui aussi. On l'appelle Torres del Paine, les tours du Paine. C'est un spectacle fabuleux parce que vous pouvez voir dans des grandes montagnes. On est là au niveau de la mer, on est à une altitude de 0 ou de 100 mètres de hauteur, et on voit des grandes montagnes de 3000 mètres de haut qui sont des grandes tours de granit sur plusieurs couleurs. Alors bien sûr, pour ceux qui veulent se mettre en ambiance, je recommande toujours des bouquins. Il y a des bouquins qui sont fabuleux à lire, comme par exemple Bruce Chawin en Patagonie, ou Jean Raspail qui parle de Antoine de Tournens, qui s'était proclamé roi de la Patagonie parce que c'était des grands espaces qui n'appartenaient à personne, sur lesquels on trouvait seulement des indigènes et des natifs. Mais dans ce cas-là, on va visiter le parc Torres del Paine. Il y a beaucoup de lacs différents. Il y a aussi beaucoup de faune. Bien sûr, le midi, il y aura toujours possibilité d'avoir un bon morceau de viande chilien avec un bon vin chilien. Ils font du vin qui est excellent. Et aussi une navigation près du glacier Grey, qui est là aussi dans le parc Torres del Paine. Donc, il y a possibilité de prendre un petit catamaran et d'aller s'approcher du glacier avec le catamaran. Mais le parc national Torres del Paine, ce sont des grands espaces. C'est un, c'est un parc national qui est un peu plus grand que la Corse, pour vous donner une idée, avec des rivières, avec des cascades et aussi des animaux. Sur le parc, on verra beaucoup de guanaco. En fait, c'est un dérivé du lama. Il y a aussi une visite à une caverne qui s'appelle la Cueva del Milodon, qui est une vieille légende de Patagonie dans laquelle on disait que tous les animaux s'étaient réfugiés dans cette caverne. Et on va croiser beaucoup de guanacos. Si on a de la chance, on verra aussi des pumas. Il y a beaucoup de pumas dans le parc national Torres del Paine. De là, l'aventure se finit sur Torres del Paine et on va prendre la route. Il faut penser que de Puerto Natales, l'endroit où se trouve l'hôtel, jusqu'à Punta Arenas, il y a 3 heures de route. Et donc, pour meubler ces 3 heures de route, il y a une pause qui est prévue à la Stancia Olga Teresa, sur lequel il y a un barbecue, un asado de cordero, un barbecue d'agneau qui est prévu. C'est très sympa parce qu'en plus, ils font des démonstrations avec les chiens de troupeau, avec les chevaux. Il y a aussi la possibilité de voir des condors dans cette Estancia. Donc, c'est vraiment une très jolie pause pour meubler la route. En fait, là, on va faire 3 heures de route en total, sur lequel on trouve des paysages, comme sur la diapositive, on peut voir à 20-30 kilomètres, quoi. C'est la pampa chilienne et argentine, c'est les grands espaces. De là, arriver à Punta Arenas. Punta Arenas, c'est la plus grande ville de la Patagonie. On a 140 000 habitants. Vous voyez sur la diapositive, il y a déjà le bateau qui attend au niveau du port. C'est une ville qui est intéressante aussi pour son histoire avec la navigation. On va trouver un musée en l'honneur des différents bateaux de Magellan et la reconstruction aussi du bateau de Fitzroy. Et, et on va trouver aussi des immeubles historiques. Par exemple, là, c'est l'immeuble de nos bureaux à Punta Arenas.
Une pause qui pour moi est une pause presque sacrée sur Punta Arenas. C'est un endroit qui est vraiment typique. Il s'appelle le Kiosco Roca. Il est en plein centre et on peut manger du pain qu'ils font eux-mêmes avec un dérivé de pâte de chorizo avec des espèces dedans, je sais pas. Et le plus étonnant, c'est qu'ils accompagnent ça avec un verre de lait qui a de la banane dedans. C'est très spécial, mais c'est vraiment très bon. Je vous le recommande. Et de là, on va embarquer sur le bateau. Donc, on fait le check-in après, en début d'après-midi. Et à 18 heures, on monte directement sur le bateau et on va faire un itinéraire qui est vraiment au fin fond de la Terre de Feu, sur lequel on va avoir des excursions tous les jours en Zodiac. Vous voyez, par exemple, ça, c'est ce que donne Google Maps ce jour d'aujourd'hui de la Terre de Feu. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de chemin. C'est un endroit qui est totalement sauvage. La seule route qu'on va trouver, c'est la route qui va de Ushuaia et qui remonte du côté argentin, mais de l'autre côté, du côté chilien, il n'y a absolument pas de route pour descendre dans ces fjords-là. Donc le bateau est le seul moyen d'accès, on va dire, le seul moyen qui va nous permettre de pouvoir accéder à des endroits qui sont totalement sauvages. Les bateaux sont de petite taille, ce sont donc des bateaux qui ont 100 cabines chacun. Le Ventus Australis a 100 cabines. Il a un pavillon chilien. Il a été construit en 2018, donc c'est un bateau qui est récent. Et il va nous permettre de pouvoir naviguer à l'intérieur des fjords, de voir des éléphants de mer, comme par exemple sur cette diapositive. À l'intérieur du bateau, on pourra voir les cabines. Alors, les cabines, elles ont toutes une salle de douche privée. Donc, elles ont toutes fenêtres avec vue sur la mer. Il n'y a pas de cabines qui sont partagées entre elles. Donc, on va toujours trouver des cabines qui sont ou bien avec un grand lit, ou bien avec deux lits séparés. La chose importante, c'est la fenêtre. Vous verrez que sur le bateau, donc, les cabines qui sont les plus hautes, sur les ponts les plus hauts, ont des cabines qui vont depuis le sol jusqu'au plafond. Et les cabines les plus basses, les cabines A, elles ont une fenêtre qui fait à peu près les deux tiers de cette fenêtre-là, donc qui ne va pas du sol jusqu'au plafond. C'est la seule différence c'est la seule différence entre les cabines. Les cabines à bord n'ont pas de télévision, n'ont pas de minibar, on ne trouve pas d'internet à bord, c'est fini WhatsApp, Facebook et tout ça. On est complètement coupé du monde et on est obligé de partager avec le reste des gens durant le voyage. On a aussi quatre cabines qui sont un peu plus grandes que les autres. Elles font 20 mètres carrés, mais elles n'ont pas non plus de télévision ou d'internet. Pour nous, la télévision se trouve sur les paysages, sur les grandes fenêtres, sur tout ce qu'on peut découvrir. Il faut savoir qu'à bord, tout est inclus, c'est-à-dire les boissons, les vins et même les cocktails que vous pouvez avoir le soir durant les repas ou le midi, etc. Tout est inclus. Il ne faut pas ni payer les excursions. Vraiment, c'est un service tout inclus avec une très bonne gastronomie à bord. Là, par exemple, vous voyez Juan, c'est un de nos chefs à bord, très content de son filet d'agneau présenté. On va trouver au niveau gastronomie beaucoup de viande chilienne, des fruits de mer et des poissons qui sont aussi fabuleux. Une très très bonne gastronomie qui va varier selon les jours. C'est vraiment une très bonne table en étant un bateau de croisière vraiment au fin fond du continent américain. On va aussi trouver du vin, bien sûr, à volonté. Et on aura des cépages principalement chiliens. Et on va trouver aussi du Carmenère. Le Carmenère, c'est un cépage bordelais qui avait été atteint de la phylloxéra à Bordeaux et qui a disparu du Bordelais, mais qui avait grandi au Chili et donc qui s'est conservé au Chili. Et maintenant, on ne le trouve techniquement qu'au Chili. Donc, c'est un cépage vraiment, vraiment chilien. On va aussi avoir des cocktails typiques, comme par exemple le Pisco Sour, qui est fait à base d'alcool de pisco, et cocktail typique de la Patagonie, aussi le Calafate Sour, qui est fait à base de calafate, qui est un peu comme une mûre locale de Patagonie.
On va trouver à bord des grands espaces sur lesquels on peut bouquiner, prendre des photos. Les espaces sont vraiment très grands pour la capacité des bateaux. On va aussi faire des conférences. À bord, nous avons des guides conférenciers qui vont expliquer sur la faune, la flore, les endroits sur lesquels nous allons naviguer. Et ces conférences-là seront en français, donc on n'est vraiment pas dépaysé, il n'y a pas de souci, on peut poser des questions, on est vraiment très à l'aise à bord. On va aussi retrouver des grands salons sur lesquels il y aura toujours des panneaux, que vous voyez sur la diapositive, avec des vidéos qui indiquent les horaires de débarquement, etc. Il faut savoir que nous n'imprimons plus de papier à bord, donc on n'aura pas de programme techniquement dans les bateaux. Il n'y a plus de bouteilles en plastique non plus depuis 7 ou 8 ans. On va trouver des fontaines à eau et le premier jour dans la cabine, on va se retrouver avec une gourde qui va être donnée. Donc, on va remplir la gourde dans les fontaines à eau qui se trouvent sur chaque pont. Pas d'ascenseur à bord. Il va falloir monter et descendre les escaliers. Pas de casino, bien sûr, pas de piscine non plus. On se trouve dans une ambiance qui est d'expédition, c'est-à-dire, mais c'est de l'expédition qui est légère. Des excursions, une excursion le matin, une excursion l'après-midi, et le midi, on mange à bord avec un excellent service. Une petite boutique du bord aussi, sur laquelle on va pouvoir acheter, si jamais on a oublié, on veut des souvenirs pour la famille, on a oublié un dentifrice ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Le Ventus Australis, ça a aussi des grandes terrasses sur lesquelles on va pouvoir, vous voyez, c'est la partie bleue sur la photo. On va pouvoir observer aussi le paysage depuis ces grandes terrasses-là. Et là, sur la photo, on voit aussi la différence de taille de fenêtres sur les cabines. Donc, les plombs les plus bas, les cabines A, sont en fait sur le premier pont de la partie blanche et ont les fenêtres un peu plus petites que celles qui vont depuis le sol jusqu'au plafond, qui sont sur le pont intermédiaire, le pont du dessus. On va donc commencer à naviguer par le détroit de Magellan et on va rentrer à l'intérieur des fjords dans un endroit qui est un des endroits les plus sauvages au monde. Les débarquements se font toujours en Zodiac. L'avantage, c'est que depuis le bateau, déjà, on n'a pas énormément de passagers. Donc, on débarque très rapidement. Ça prend entre 10 à 15 minutes maximum de débarquer à un endroit. Et on va monter en petits groupes sur les Zodiacs. Et les Zodiacs nous permettent d'aller débarquer directement, j'allais dire sur la plage, mais à terre. Vous voyez, on utilise une passerelle qui nous permet de faire des débarquements en sec. Il n'y a pas besoin de sauter dans l'eau. Si quelqu'un veut sauter dans l'eau, il peut le faire, mais c'est pas nécessaire. Et de là, on va faire des excursions. Les excursions, on peut choisir le niveau de l'excursion. On a toujours un niveau d'excursion qui est très simple pour ceux qui veulent aller avec le guide. Donc, dans tous les cas, les excursions seront guidées par notre guide, un de nos guides francophones à bord. Et aussi, bien sûr, Cédric Rabanne qui accompagnera le voyage de plein cap. Lui, il connaît aussi très bien la croisière. Donc, des excursions sur lesquelles on va parler de la faune, de la flore, on va rentrer un petit peu dans la forêt, certaines qui sont très simples, ou bien des excursions qui sont du trekking pour ceux qui ont une envie de faire quelque chose de plus poussé, ils peuvent faire du trekking. Mais ce sont des excursions qui se choisissent directement sur place. C'est-à-dire qu'un matin, on peut avoir envie de faire une excursion qui soit plus poussée et dire je veux aller à l'excursion qui est plus poussée, où il n'y a pas de coût extra, il faut pas non plus les réserver à l'avance. C'est juste le même jour de la croisière. L'avantage, c'est que la navigation dans ces fjords se fait sur des fjords qui sont vraiment très tranquilles au niveau des eaux. Le bateau ne bouge pas, donc on va débarquer le matin à la baie Ainsworth et en début d'après-midi, après le déjeuner, on va aller voir un manchot de Magellan. Les manchots sont là entre septembre et fin mars et début avril, en fait, ils émigrent. Mais donc, on va faire une excursion sur les îlots Tucker, sur lesquels on va pouvoir observer les manchots de Magellan.
dans leur habitat. Et on aura toujours, par contre, des protocoles de sécurité pour ne pas les déranger durant leur vie, on va dire. Sur les îles Tucker, on va aussi voir beaucoup de cormorans différents. Il faut pas les confondre avec les manchots. On verra des cormorans, certains ont les yeux bleus. Et on fera aussi, avec le zodiaque, on s'approchera pour voir une quantité d'oiseaux et peut-être des éléphants de mer qui sont fabuleux. Et de là, retour à bord. À bord, on va après naviguer. Cette navigation dans la fjord est fabuleuse parce que on voit un peu l'infini des canaux de Patagonie. C'est-à-dire on va rentrer dans des fjords qui sont très étroits. On va faire des excursions, par exemple, le lendemain matin, près du glacier Pia. Le même système avec les zodiacs, un petit ponton. Et là, on aura trois types d'excursions différentes. Une excursion qui est vraiment très tranquille au niveau de la mer, sur lequel on va observer les glaciers. L'avantage, c'est qu'on sera absolument les seuls sur ces endroits-là. Donc, il y aura tous ceux qui voyagent avec nous sur le bateau et personne d'autre. Ça, c'est par exemple une de nos guides. On va pouvoir voir le glacier Pia en exclusivité. Et sur ce point-là, on aura trois types d'excursions différentes. Une qui est vraiment très tranquille au niveau de la mer, une autre intermédiaire et une troisième qui est aussi un trekking de 2 heures et demie. Toujours après avec les zodiacs qui nous permettent de descendre enfin, du bateau et de revenir sur le bateau très rapidement. Et aussi, bien sûr, une forêt de la Terre de Feu qui change à mesure qu'avance l'automne. Tous ces fjords-là sont des fjords laiteux. On va voir beaucoup de glace à l'intérieur des fjords. Et on va revenir avec des souvenirs et des images plein la tête. On va pouvoir observer les différentes couleurs des glaciers. On va revenir à bord, faire le déjeuner et l'après-midi, on verra un endroit qui s'appelle l'avenue des glaciers, sur lequel on verra une quinzaine de glaciers différents depuis le bateau. C'est en fait une expédition suisse qui s'appelait la Romanche, qui a baptisé tous les glaciers du canal Beagle. Donc, on verra beaucoup de glaciers. Un des points les plus intéressants de notre navigation va, pardon, des fois j'ai un peu d'espagnol dans la tête, va être le Cap Horn. Le Cap Horn, on va passer le canal Murray, on va rentrer à un endroit où on est absolument les seuls à pouvoir naviguer et on va avoir plus ou moins 3 heures de mouvement où le bateau peut bouger. Bien sûr, les bateaux au jour d'aujourd'hui ont des stabilisateurs, on a des GPS, on a beaucoup d'instruments des écossons, beaucoup d'instruments de navigation, mais il y a toujours le risque d'avoir 2 à 3 heures de mouvement pour aller jusqu'au Cap Horn. Le Cap Horn, c'est un endroit des grands explorateurs. Vous voyez sur la carte les terres qui étaient au sud du détroit de Magellan. Après Magellan, s'appelait la Terra Australis ou la Terra Incognita. Et c'est de là que vient le nom de Cruceros Australis et du Ventus Australis. Et donc, on va naviguer en direction du Cap Horn. On arrive toujours jusqu'au niveau du Cap Horn. On a le passage du Cap Horn. Alors, bien sûr, nous, au jour d'aujourd'hui, on ne fait pas le passage du Cap Horn parce qu'en fait, on est des marins, on aime bien ça, mais c'est pas tout le monde qui le supporte. Et là, par exemple, sur la diapositive, c'est celui qui a le record à la voile de doubler le Cap Horn en plus de temps. C'est-à-dire il a mis plus d'1 mois et demi à pouvoir doubler le Cap Horn avec plusieurs routes différentes. Il n'arrivait pas parce que au niveau des vents, c'est très compliqué. Et pour doubler le Cap Horn et le doubler bien, il faut le doubler près du rocher. Donc nous, on arrive toujours jusqu'à cet endroit-là, vraiment au niveau du Cap Horn, et on débarque techniquement 80% des fois. On a toujours 20% de probabilité
de ne pas débarquer sur le Cap Horn. Ça dépendra des conditions climatiques. Si jamais la houle est trop forte sur l'endroit de débarquement ou les vents sont trop forts, le capitaine prend la décision de ne pas débarquer. Ça nous arrive une fois sur deux d'attendre et il y a une fenêtre qui s'ouvre et de là on peut débarquer. Lorsqu'on débarque sur le Cap Horn, vous voyez sur la diapositive, il y a un phare qui est en haut de l'île de Horn. Il y a aussi un monument en l'honneur des Caporniers, fait avec la confrérie des Caporniers de Saint-Malo. En fait, à l'intérieur de ce monument, quand vous regardez bien la diapositive, c'est un albatros, parce qu'il y a une légende de marin qui dit que dans chaque albatros, il y a l'âme d'un marin qui a échoué. Et en fait, sur le Cap Horn, on trouve beaucoup d'albatros. Il y a eu aussi beaucoup de naufrages à l'époque des grands navigateurs, bien moins aujourd'hui. La navigation est très sûre, hein. J'exagère toujours un peu au niveau historique, mais il n'y a pas de souci au niveau de la navigation. On va débarquer très tôt sur le Cap Horn parce que c'est l'heure à laquelle on a plus de probabilité de débarquer. Là, c'est la dernière fois que j'étais sur le Cap Horn. Il faisait un temps fabuleux au début. Et d'un seul coup, il y a une tempête qui est arrivée, il y a un grain qui est arrivé. Ils nous ont fait, et là, on a cette capacité à pouvoir rembarquer très rapidement tout le monde. Bien sûr, on va visiter le phare du Cap Horn, la confrérie des capitaines du Cap Horn avec la confrérie de Saint-Malo à la base. Alors c'était au début, en fait, c'était une confrérie qui honorait tous les marins qui avaient passé le Cap Horn à la voile dans les deux sens. Et donc, ça leur donnait des privilèges. Ça donnait le privilège de pouvoir se mettre une boucle d'oreille du côté gauche, il me semble, et d'autres privilèges que je préfère passer. Et au jour d'aujourd'hui, il reste encore la confrérie de Saint-Malo. Donc, on va visiter le phare du Cap Horn. Dans le phare du Cap Horn, il y a une famille avec un marin chilien qui vit durant un an. Donc, en général, c'est un couple avec un ou deux enfants. Eux aussi, ils ont Internet grâce à une parabole. Donc, les enfants peuvent suivre leur scolarité par Internet. Mais ils sont quand même contents de nous voir. On en profite pour faire tamponner les passeports avec le timbre du Cap Horn, pour visiter le phare à l'intérieur. Le Cap Horn est une expérience en soi. On va rentrer après sur le bateau et de là, débarquer l'après-midi, en fin d'après-midi, à Oulaya. Oulaya, c'était une baie sur laquelle les indigènes Yamana, en fait, vivaient durant l'hiver, parce que c'est une baie qui a un écosystème. L'orientation de la baie n'a pas de vent, donc il y a un écosystème qui est beaucoup plus propice à pouvoir passer l'hiver là-bas. C'est aussi l'endroit où Darwin, lorsqu'il est venu avec Fitzroy, avait pris trois indigènes, trois natifs de la région pour les amener à l'exposition universelle de Paris en 1900. C'était des OTAN en disant, regardez, c'est sauvage. Mais en fait, c'est une civilisation qui avait été incomprise puisque au niveau de la langue, par exemple, Darwin disait que c'était des sauvages, mais eux, pour décrire la neige, ils avaient 40 mots différents. Si la neige est une neige fondue, dure, etc., etc. Donc, c'était une grande incompréhension. Et là, on va donc visiter en fait ce site sur lequel on trouve des endroits archéologiques qui sont très beaux, mais aussi une forêt qui est magnifique. Là aussi, il y aura la possibilité de faire une excursion qui est vraiment très tranquille au niveau de la mer, une excursion qui est intermédiaire et une autre qui va jusqu'en haut d'une colline qui regarde le fjord. Il y a toujours la possibilité, bien sûr, de choisir une excursion qui est vraiment très tranquille, sur laquelle la marche est simple et lorsqu'on est fatigué, on rentre à bord sans aucun souci. La force des couleurs, on va trouver en Patagonie, Terre de Feu, dans ces endroits de navigation vraiment du bout du monde, des couleurs qui sont fabuleuses, avec des couchers de soleil qui sont à couper le souffle. Les images de la Patagonie, cette photo-là, une photo sur le glacier Pia, et la journaliste qui a pris cette photo-là a gagné le meilleur prix de photo c'était juste avant le Covid.
Au niveau lecture sur la Terre de Feu, je vous conseille aussi pour mettre en ambiance des écrivains chiliens, Colo Verne avec le livre Caporne, ou bien Luis Sepúlveda, Le Monde du bout du monde, qui sont un peu des histoires comme un peu le Jack London chilien, avec des petites histoires qui sont courtes, mais qui sont vraiment mettre en ambiance avec la Patagonie, la Terre de Feu. Un petit dernier mot sur nos membres d'équipage, toujours pavillon chilien. Tous nos membres d'équipage sont de la Patagonie, sont du Chili. On a quelques Argentins aussi à bord. Toujours un grand sourire, toujours une espèce de d'aide et une joie de faire partager, disons, les paysages et l'expérience avec tous les gens qui viennent à bord. Pour nous, c'est très important en Patagonie d'accueillir très bien les personnes et aussi bien nos marins, nos capitaines comme nos membres d'équipage ont toujours un grand sourire. Elles sont d'une gentillesse qui sont remarquables. Pour ce genre de voyage, il y a un dîner du capitaine, mais il n'y a pas l'obligation de s'habiller avec vêtements longs et cravate le jour du capitaine. Sinon, il faut plus emporter de bonnes chaussures de marche. Euh, les chaussures de randonnée, si elles sont Gore-Tex, si elles sont perméables, c'est bien mieux parce que le matin, on va faire un débarquement qui peut être un peu sur lequel on va mouiller les chaussures et pour les utiliser l'après-midi, elles seront pas sèches. Donc, il vaut mieux des chaussures qui sont Gore-Tex. Il faut penser que même au mois de janvier, en plein été, pantalon imperméable si possible, une bonne veste. Même au niveau du désert d'Atacama, le matin, dans le désert, avec l'altitude, etc., il fait vraiment frais et froid. Donc, même en plein été, il vaut mieux être bien habillé avec des vêtements chauds. On va arriver à la fin de notre voyage. Donc, on va débarquer à Ushuaia. Ushuaia, c'est une ville argentine. Là, de ce côté-là, on sera du côté argentin. Une ville qui a beaucoup grandi, 60 000 habitants au jour d'aujourd'hui, bien sûr très connue mondialement. Pour nous, en France, Nicolas Hulot, les gels douche, on fait beaucoup de pubs pour Ushuaia. Au jour d'aujourd'hui, on va trouver en fait une ville qui a été construite autour d'un bagne. Au début, l'État argentin avait construit un bagne à l'endroit de Ushuaia parce qu'ils disaient si jamais les prisonniers s'échappent, ben, dans tous les cas, ils vont mourir. On va avoir quelques maisons typiques. Et là, par exemple, c'est la poste de Ushuaia avec, j'aime bien cette peinture parce que celui de droite, c'est le petit orejuno, le petit aux grandes oreilles, on dit, ça serait la traduction littérale en argentin. Et en fait, avec sa tête d'ange, c'était un des plus grands truands de l'Argentine, le premier serial killer argentin de l'histoire d'Argentine. Donc, il a été destiné à Ushuaia. Et de Ushuaia, un vol retour Buenos Aires et connexion Air France pour un vol direct sur Paris. Voilà, j'espère que cette présentation a été intéressante pour vous et j'espère vous voir bientôt à bord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Frédéric, pour cette très intéressante présentation. Vous l'avez compris, mesdames, messieurs, ce voyage donc s'articule sur trois axes, le désert d'Atacama, le parc de Torres del Paine et une merveilleuse croisière, une navigation authentique, une navigation unique à bord donc de ce petit bateau qui est le Via Australis. Comme le disait Frédéric, un bateau donc de pavillon chilien, une compagnie chilienne qui vous garantissent vraiment une navigation unique dans ces terres. Frédéric, merci pour toutes tes explications, ces témoignages, vraiment, tes très belles images qui nous ont fait rêver. Merci pour ton expertise sur cette destination. J'aurais juste une petite question à te poser. Là, tout à l'heure, tu nous disais des températures fraîches et froides. Est-ce que tu peux nous donner une légère estimation de ces températures? Alors, on est sur le bateau, il faut penser à une température près des glaciers entre 3 à 4 degrés au mois de janvier. Donc, c'est pas du très grand froid, hein, mais ça peut être humide avec le zodiaque, il peut y avoir aussi un peu d'eau qui mouille. Il vaut mieux penser, c'est pour ça, s'habiller avec plusieurs couches.
et après les enlever au fur et à mesure que les températures changent. Au niveau du désert d'Atacama, c'est un petit peu la même chose. Il faut penser à une température qui sera le matin pas très loin du zéro et par contre l'après-midi 25, 27, 27 degrés au mois de janvier, oui, et ça peut même des fois arriver à 30 degrés. Oui. Merci beaucoup, Frédéric. Eh bien, nous voici prêts. On peut faire nos bagages. On a déjà Avec plaisir. envie de vivre cette aventure chilienne, cette fabuleuse navigation en terre de feu sur la route des grands navigateurs. Mesdames, Messieurs, nous restons bien sûr à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone à Plein Cap Croisière. Encore merci de votre attention et à très bientôt pour de nouvelles aventures.